l'est, woke, on l'est tous un petit peu, parce que woke, et je vais demander à Anne de Guigné, qui est la spécialiste en France du sujet, en tant que journaliste du Figaro, mais surtout grâce au livre qu'elle a récemment écrit, une définition du wokisme, c'est possible? Ou c'est tellement polysémique? Non, c'est ça. Chacun tend à avoir sa définition, mais on va faire simple. De toute façon, on n'est pas là pour faire une université sur le wokisme. Au départ, l'idée, c'est de lutter contre les inégalités sociales et raciales. Donc, c'est un mouvement qui naît aux États-Unis, mais qui aujourd'hui, qui a, qui aujourd'hui, quand vous entendez le terme woke aujourd'hui, c'est essentiellement des gens qui le critiquent les dernières mutations du wokisme. C'est l'objet de mon livre. Moi, je critique évidemment pas l'objectif de lutte contre les inégalités sociales et raciales, mais je critique les dernières mutations essentialistes et l'idée, voilà, de vouloir lutter contre ces discriminations en créant de façon factice une égalité de conditions, c'est-à-dire que vous placez toutes les personnes sur une échelle de privilèges selon 3 critères: la couleur de la peau, le sexe et l'orientation sexuelle. Et vous allez en fait, les personnes tout en haut des privilèges, vous avez donc l'homme blanc hétérosexuel. Et ensuite, voilà, il y a différentes écoles là selon les minorités que vous mettez plus ou moins, qui seront les moins favorisés. Et donc vous allez en fait, vous allez essayer de vous focaliser sur les gens que vous jugez les moins favorisés pour les aider. Mais à mon sens, de cette manière, on dit que c'est un essentialisme parce que vous enfermez aussi les gens dans leurs conditions et vous leur reconnaissez pas la capacité en fait de transformer son origine. Voilà, donc c'est la version, voilà, moi c'est ma définition du wokisme. Il y en a un peu simple, il y en a beaucoup d'autres. Mais donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui vous n'entendrez presque plus personne dire je suis woke dans un sens positif. C'est aujourd'hui un terme qui est surtout utilisé par des personnes comme moi qui critiquent les dernières évolutions du mouvement. Merci Anne. Besma, en tant que directrice juridique, la tendance est que la directrice juridique d'aujourd'hui, le directeur juridique d'aujourd'hui, prennent le pouls de la société, s'intéressent à des questions pas simplement purement juridiques, mais qui peuvent avoir des conséquences, j'allais dire, sur la bonne vie de l'entreprise. Quelle est votre expérience du terrain sur cette question du wokisme capitaliste, presque? Alors je crois que c'est pas seulement les juristes, les entreprises sont dans le monde, elles vivent dans leur monde, elles évoluent. D'abord, une entreprise, c'est aussi un agrégat d'êtres humains, de personnes qui ont des valeurs. Une entreprise choisit ses valeurs ou les vit, et je pense que de ce fait, l'entreprise n'est pas exclue des débats de la société. Et quand on revient au wokisme, c'est aussi un débat sur les discriminations, que ce soit effectivement sexuel, racial, de genre. Et évidemment, c'est un sujet que les entreprises, je crois, ont pris en main, ont pris en charge, parce que ça n'est plus possible aujourd'hui d'ignorer cet état de fait. En partie grâce au wokisme, puisque ça a aussi amené ce débat-là. Quand on a évidemment en France, parce que c'est très difficile de faire le parallèle entre les États-Unis et la France, mais si on prend un sujet comme, pour élargir le sujet, comme les discriminations que pouvaient subir professionnellement les femmes, il y a eu la loi, alors maintenant il y a la loi Rixin, il y a eu la loi sur les conseils d'administration. Donc de toute façon, ça fait longtemps que les entreprises sont confrontées à ces sujets sociaux, qui est de rétablir une certaine forme, on va dire, de le mot justice est trop fort, mais en tout cas de rétablir un peu les dysfonctionnements de la société, elle les intègre. Donc c'est pour ça que c'est difficile de parler de ce sujet sans parler des sujets globaux de l'entreprise, et les juristes là-dedans. Bah, évidemment, eux aussi ont un rôle à jouer. Ça fait très longtemps que le juriste ne fait, oui, je pense qu'il l'a même jamais fait, juste dire ce que la loi dit, ou interprète et applique la loi. Ça fait longtemps que déjà le législateur a demandé aux juristes de faire plus. Si on n'est pas, quand on voit les lois comme la loi Sapin 2 ou d'autres lois, le règlement MAR, enfin, ça fait longtemps qu'on demande aux juristes déjà, on va dire presque d'édicter la loi interne, de dire comment prévenir les infractions, de mettre en place des règles internes à l'entreprise. Ça, d'une part sur ce qui est du rôle du juriste, d'autre part, le juriste avant tout, mais chaque membre d'une entreprise est aussi garant des valeurs de cette entreprise, les fait vivre, les développe, et le juriste en premier lieu va être on va dire l'interlocuteur naturel pour mettre en place ce qu'il faut pour
respecter ces valeurs, les développer, les faire vivre. Donc, quand on revient au wokisme, effectivement, on peut revenir sur le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un terme essentiellement péjoratif, en tout cas en France, pour dénoncer certaines dérives. Mais à ce moment que si on revient à ce qu'est le wokisme à l'origine, qui est vraiment le fait de s'éveiller aux discriminations que subissent certaines personnes, eh bien, évidemment, l'entreprise et le juriste ont un rôle à jouer dans la mesure où ils vont chacun essayer de trouver la juste mesure, ce qui s'applique à cette entreprise, ce que l'entreprise peut faire pour être meilleure envers ses salariés, envers ses clients, envers la société. Tout à fait. Maître Adair, est-ce qu'il y a on va dire une jurisprudence liée au wokisme en France où, comme Monsieur Jourdain, on fait des vers sans le savoir et on a des décisions qui, depuis longtemps, ont trait au wokisme sans qu'on les ait traitées comme telles? Oui, sûrement. Les règles sur la discrimination existent depuis très longtemps dans notre législation, et donc on l'appelait pas ça le wokisme, mais c'est en fait ce que ça voulait dire. Là où la manière dont le juriste appréhende la chose est un peu nouvelle, c'est que c'est un mouvement, un peu comme le mouvement MeToo, qui, à défaut de pouvoir voir imposer dans les faits une forme d'égalité, une forme de reconnaissance, une forme, se saisit de ce qui est quand même assez nouveau dans la société, c'est la dénonciation sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que si le wokisme a aujourd'hui mauvaise presse, si je puis dire, c'est qu'il s'est exprimé d'abord par ce truchement-là. Et les réseaux sociaux, c'est radical, c'est simplificateur, il y a les bons, les méchants, il se nourrit lui-même du scandale, puisqu'on nous propose naturellement sur les réseaux sociaux, c'est le fait des algorithmes, ce qui suscite la curiosité, ce qui suscite la curiosité, c'est le scandale, et donc il y a une espèce d'effet d'amplificateur, mais je suppose que ça, on va en parler sur le terrain de la réputation des entreprises. Mais pour vous dire que la règle de droit en cette matière, elle s'est inversée parce que on n'a peut-être pas finalement, dans les faits, mis fin à ces formes de, peut-être pas de discrimination, mais d'inégalité. Et que devant ce que certains appellent le plafond de verre, on n'a pas trouvé d'autre moyen que de dénoncer. Et là, on rentre dans un autre jeu où la règle de droit est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Très clair. Anne, en préparant cette conférence, on a évoqué donc les entreprises, les employeurs des directrices et des directeurs juridiques, et deux exemples qui m'ont frappé. Le premier d'un general counsel, un directeur juridique américain d'une entreprise, d'une boisson sucrée très célèbre, qui était victime quelque part de son wokisme, et également cette entreprise américaine de chaussures qui a utilisé une égérie du wokisme et qui en a bénéficié pour vendre 30 ou 40% de plus de paires de chaussures en utilisant en quelque sorte ce prétexte du wokisme. Donc le wokisme, c'est à la fois un alibi de marketing parfois, ou c'est vraiment un garde-fou dans d'autres circonstances? Moi, c'est pour ça que je suis très prudente sur le sujet. Et évidemment, mon livre, c'est pas pour dire vive les discriminations. Je pense que les entreprises doivent être extrêmement vigilantes sur les discriminations, mais qu'il ne faut pas rentrer dans une matrice communautariste pour lutter contre les discriminations, que justement le droit français donne beaucoup, il y a énormément de lois, de textes, et le droit français n'est pas du tout woke, il n'est pas du tout communautariste. Et aux États-Unis, il faut voir que dans les entreprises, il y a déjà des groupes affinitaires selon la couleur de peau. Aujourd'hui, pour être coté au Nasdaq, au board pour moi, le wokisme, c'est ça. Pour être coté au Nasdaq, on demande aux entreprises qu'il y ait 2 minorités dans leur board, une femme, et soit une minorité raciale, soit une minorité d'orientation sexuelle. Ça veut dire que tous les ans, vous devez dire au Nasdaq l'orientation sexuelle de tous les membres du board et en plus et leur genre, parce que vous pouvez d'une année à l'autre changer si vous changez de genre. Donc est-ce que c'est ce monde qu'on souhaite en Europe? Moi, pas du tout. Je suis pas du tout pour les discriminations, mais je crois que l'identité des personnes ne doit pas être un actif au sein des entreprises et qu'on peut tout à fait être très ferme contre les discriminations sans rentrer dans une culture woke. Alors là, pour parler d'exemple,
Bah, non, mais par exemple, pour voir qu'est-ce que vraiment, voilà, on n'a pas ça encore en France, mais donc aux États-Unis, vous avez donc voilà des groupes affinitaires, vous avez on peut citer des noms d'entreprises, oui, vous avez des entreprises aussi, voilà, on peut pas dire des grandes entreprises très progressistes comme vous avez le champion de la défense, Lockheed Martin, qui a organisé des séminaires réservés exclusivement aux hommes blancs hétérosexuels, donc vous quand même demandez à chacun son orientation sexuelle, pour un peu ils ont emmené chacun un séminaire 4-5 jours pour leur faire réfléchir sur tous leurs privilèges et voilà, les rééduquer pour les renvoyer après dans l'entreprise plus ouvert à leurs privilèges. Voilà, moi je crois en rien que c'est la manière dont on peut construire une société plus inclusive et des entreprises avec une meilleure cohésion sociale. Donc là, pour parler de l'exemple que Giuseppe, vous nous parliez, donc c'était, et on voit en plus que pour les entreprises, en effet, c'est très compliqué parce que l'entreprise, moi je crois, elle participe à l'intérêt général. Toute valeur est politique, mais il faut qu'elle soit quand même modeste. Et on voit par exemple, vous voyez bien l'exemple de Disney aujourd'hui, qui a été très loin en politique, sur des prises de position assez progressistes, qui est aujourd'hui complètement rattrapé par la patrouille et qui en Floride a énormément de problèmes. Et là, l'exemple dont Giuseppe évoquait, c'était le directeur juridique de Coca-Cola, qui en fait avait été lui-même très loin sur des sujets un peu woke, puisqu'il avait dit qu'il voulait. Donc, quand il prenait des cabinets d'avocats pour traiter ses affaires, il exigeait que les dossiers Coca-Cola soient gérés au moins dans un cabinet d'avocats qui ait au moins une personne sur deux, de couleur, une personne qui soit un Afro-américain, au moins un salarié sur deux des cabinets d'avocats soit un Afro-américain qui s'occupe des dossiers Coca-Cola. Et il allait vérifier, et sinon, augmentation des fees. Enfin, plutôt baisse des fees, parce qu'évidemment, les avocats en face préfèrent une augmentation. Donc on peut dire qu'il était très engagé sur ces sujets, le directeur juridique de Coca-Cola. Donc, on va dire vraiment, c'était même un des meilleurs élèves aux États-Unis. Mais il s'est quand même fait virer parce que la société civile a jugé des gens internes chez Coca-Cola qu'ils n'avaient pas réagi assez rapidement à une loi de l'État de Géorgie. Coca-Cola, donc le siège social est à Atlanta, entre ville de Géorgie. Et la Géorgie, mais je dirais, la démocratie, on ne peut pas être pour que quand il y a des progressistes qui sont élus. Donc en l'occurrence, la Géorgie, c'est un État conservateur, et le gouverneur de Géorgie a fait voter une nouvelle loi électorale. Les républicains disent que c'était pour éviter la fraude, les démocrates que ça pénalisait les Noirs américains. Bon, franchement, c'est très technique, je ne me permettrai pas de donner un jugement. Toujours est-il que beaucoup de militants attendaient que Coca-Cola s'engage contre cette loi électorale. Ils ont un peu attendu parce que c'était pas si simple, et donc le directeur juridique a fini par être viré parce qu'il n'avait pas réagi assez vite contre la loi de son État. Voilà, on en est là aux États-Unis. Hein. Donc, vous êtes tous directeurs juridiques, donc je ne vous souhaite pas des décisions aussi compliquées à prendre. Hein. Besma, en France et dans le monde, hein, puisque Accor est présent partout. Est-ce que vous pensez qu'une soft law sur ces sujets serait nécessaire, ou pensez-vous qu'il est plus simple d'appliquer la loi locale dans chacune de vos équipes juridiques pour évoquer ces questions, pour être en phase à la fois avec la société, mais encore une fois avec les textes? Alors, déjà peut-être, pardon, mais sur la loi, ça existe déjà pour les femmes en France. On doit bien déclarer aujourd'hui qu'on a au moins 40% de femmes. Donc, c'est vrai que ça ne va pas aussi loin. Mais les femmes, on reste dans le modèle universaliste français. Les citoyens, enfin, carte d'identité, il y a marqué homme ou femme. Il n'y a pas marqué femme, bisexuelle, de couleur, telle couleur. On reste complètement dans le modèle universaliste français. Pour moi, c'est pas woke, homme et femme. Ça n'a rien de woke. Non, mais c'est pour ça que c'est pas des problématiques forcément purement françaises, ce que vous évoquez. Et peut-être qu'on n'ira jamais aussi loin parce que c'est pas dans les problématiques françaises. Donc, mais c'est juste pour illustrer qu'en fait, la loi peut corriger parfois des situations et peut utilement corriger des situations, selon mon point de vue. Alors, non, je ne crois pas que c'est une question de soft law ou de hard law en l'occurrence. Je pense que quand on est dans un groupe international, c'est ce que je disais sur les valeurs qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand une société, un groupe international décide que, malgré l'absence de loi, pour prendre un sujet moins polémique, la présence de femmes, quand c'est la loi française, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter aux frontières de la France si on estime que c'est une bonne loi et que effectivement on veut qu'il y ait plus de femmes aux responsabilités de manière générale. On va évidemment aller au-delà et appliquer ces principes, les faire appliquer
partout dans le monde, même dans des pays où ça n'est pas du tout la préoccupation. Et je pense que pour tous les sujets identiques, on en revient toujours aux valeurs que veut promouvoir l'entreprise en son sein, et donc c'est pour ça qu'on édicte des politiques ou qu'on met en place des politiques en matière de ressources humaines pour les recrutements ou même d'évolution de carrière ou autre. C'est-à-dire qu'on a des valeurs, si on les porte dans le groupe, nonobstant la loi applicable. Et on a souvent des sujets, où il va y avoir des pays où ces sujets-là sont moins importants, moins prégnants dans la société. Et malgré tout, c'est nous, comme entreprise, ce que nous voulons porter, ce que nous voulons offrir aussi à nos collaborateurs. Donc, je ne crois pas que ce soit une question. Je pense personnellement que la loi peut aider, notamment dans des pays dans lesquels les problématiques sont particulièrement criantes, et elles ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Les minorités discriminées ne sont pas toutes les mêmes selon les pays. On parle de sujets qui vont toucher les États-Unis ou la France, mais en Inde, il y a d'autres sujets. Dans chaque pays, il peut y avoir d'autres sujets. Et donc, non, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'attendre ni une soft law ni une hard law pour que les entreprises s'emparent du sujet et le fassent sincèrement. Pour revenir à ce que Basile Adair disait, le danger, c'est effectivement l'affichage, la communication pour la communication, et de ne le faire que pour éviter ce qui peut arriver dans certaines entreprises aux États-Unis, de prendre des positions publiques simplement pour éviter d'être élevé par les réseaux sociaux ou d'être dénoncé. Et là, il y a une dérive, on pourra en reparler, qui est vraiment dangereuse. Néanmoins, je pense que les entreprises ont non seulement un rôle à jouer, mais surtout le font en réalité en poussant leurs propres priorités. Alors prenons peut-être l'exemple inverse avec Maître Adair. La société française Yves Rocher, en ce moment, est montrée du doigt pour continuer son activité en Russie, alors que de nombreuses entreprises européennes, américaines ou françaises ont quitté le sol russe. C'est du contre-wokisme, c'est du wokisme. C'est quoi l'analyse juridique de telle attaque contre cette entreprise? Je ne suis pas sûr qu'on puisse la qualifier juridiquement, parce que si c'est une réalité, pourquoi la cacher? C'est simplement le jugement de valeur qui est attaché dans une situation de crise particulière où l'émotion prend souvent le dessus sur la raison. Et donc, après, c'est lié aussi à l'information qu'on veut bien recevoir ici, qui n'est pas forcément le parfait reflet de la réalité. Donc, le droit va s'inviter lorsqu'il y a une vraie outrance, c'est donc un appel au boycott, des injures, des menaces. Et là, l'arsenal législatif est constamment enrichi pour s'adapter précisément aux nouvelles techniques de communication. Mais qu'on dise les choses telles qu'elles sont, c'est quand même un droit universel, que celui d'exprimer et de raconter comment les choses sont. Après, si c'est pour provoquer des mises en danger, c'est le nouveau délit Samuel Paty qui a été voté l'année dernière, communiquer, et ça concerne également les personnes morales, des éléments d'identification, des données personnelles lorsqu'on sait qu'il peut y avoir un danger immédiat pour les biens ou les personnes, est un nouveau délit qui est directement adapté à ce qu'on a pu observer sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, il n'a pas été mis en œuvre, mais voilà, c'est les réponses du droit, mais à la marge, si je puis dire. Anne, vous souhaitiez évoquer également la question du rôle de l'entreprise par rapport aux questions politiques, notamment au niveau mondial, avec les diverses possibilités de se positionner en fonction des sensibilités nationales. Vous avez des exemples à évoquer avec nous? Donc l'entreprise, peut-être pour rester sur la Russie, c'est vrai que moi je suis frappée. Justement, là on est vous êtes tous des acteurs du droit, qu'on rentre de plus en plus dans un monde de la morale et moins du droit, et je pense pas qu'on y gagne. Et je pense que ce qui se passe en Russie, c'est extrêmement frappant. Moi je pense tout à fait qu'il faut que les jeux de sanctions contre la Russie, c'est important, mais pour moi la décision doit être prise au niveau politique.
Et je trouve que c'était très, très frappant de voir notamment la pression qui a été mise sur Total. Quelque part, on demande à Total de prendre une décision de chef d'État, de porter l'embargo, parce que là on voit bien que c'est très compliqué à Bruxelles de trouver un accord sur l'embargo sur le pétrole. Et après, il y a deuxième étape, que faire avec le gaz. Et en fait, très vite, il y a eu un sujet de mettre la pression sur Total, de prendre la décision tout seul. Et en France, c'est facile, parce qu'on a quand même qu'une entreprise qui est sur ces sujets. Et voilà, l'exemple de Total, il y a beaucoup d'autres entreprises. On a cité Yves Rocher, mais Total, c'est encore plus fort. Les sujets sont évidemment géopolitiques. Voilà, Total a dû choisir en Birmanie de se retirer parce qu'il y a eu et c'est vrai que c'est impressionnant de voir que les entreprises aujourd'hui doivent prendre des décisions vraiment de chef d'État. Et parfois que la politique, moi je regrette, hein, moi je crois vraiment que c'est à la politique, à la sphère politique et aux élus et à l'exécutif de nous dire quel est l'intérêt général, au Parlement de le définir. Et je trouve sur les sanctions, sans doute qu'il faut aller plus vite, plus loin, mais je pense que la décision doit être politique. Et on ne peut pas dire, écoutez, nous, voilà, on est un peu mou sur les sanctions, si vous comprenez bien, on négocie avec la Hongrie, c'est quand même très compliqué. Mais par contre, allez, soyez beaucoup plus sévères, ça nous arrangerait bien. Non, moi, il faut. Moi, je suis vraiment pour qu'on vive dans un monde de droit, parce que la morale, on voit bien que la morale, on a chacun. Il y a quelques grandes lignes de morale quand même. On va tous se retrouver, mais après, on va chacun avoir un petit peu notre vision. Et je pense que le droit est quand même, c'est la meilleure façon de vivre tous ensemble. Et qu'on demande de plus en plus aux entreprises, en effet, les entreprises sont par nature politiques. Mais moi, je voudrais peut-être revenir un peu sur ce que nous disait. Bon, je joue le jeu du débat, hein, Besma Boumaza. Quand on voit que les entreprises défendent des valeurs partout, il y a plein d'exemples qui montrent le contraire, Et voilà, pour faire un peu de la polémique, Renault s'est fait taper sur les doigts l'année dernière parce qu'ils ont mis pendant le mois contre l'homophobie leur logo aux couleurs arc-en-ciel dans tous les États où les droits de personnes homosexuelles sont respectés, mais évidemment pas dans un seul État où la vie des homosexuels est impossible, voire où les gens se font lapider. Donc on a envie de dire, si c'est une valeur si importante pour le groupe, allez la porter là où vraiment les personnes sont maltraitées. Et donc là, évidemment, c'est quand même compliqué pour les entreprises. Et là, Renault, évidemment, il y a eu un risque réputationnel, parce qu'une fois que ça a été démontré on voyait bien sur les réseaux sociaux, dès que dans les États où ça devenait évidemment tout le Maghreb, la Russie, et là, il n'y avait plus du tout le logo arc-en-ciel. Et au final, pour l'entreprise, c'était un mauvais, voilà, c'était un bad buzz, comme on dit, où Disney s'est fait beaucoup taper sur les doigts, parce qu'ils ont donc Disney qui aux États-Unis a tendance à faire un peu la morale un peu la morale à tout le monde, et dès que les États du Sud, donc qui sont conservateurs, font des lois conservatrices, Disney monte au créneau pour dire que c'est une honte. Ils ont filmé leur film Mulan dans le Xinjiang, où il y a des camps ouïghours où les femmes musulmanes sont stérilisées, et dans le générique du film était remerciée une entité du Parti communiste. Et donc comme à peu près quelques mois avant, Disney avait dit je peux envoyer aucune actrice filmée en Géorgie parce qu'il y a des lois, je ne sais plus trop quoi, sur l'avortement ou sur la procréation qui ne sont pas assez ouvertes. Personne n'a envie de travailler dans un État aussi oppressant. Donc vous comprenez bien, on va vous boycotter. Et en même temps, ils font un film dans le pire endroit de Chine où il y a des camps de concentration à ciel ouvert où les femmes sont stérilisées. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je pense que les entreprises doivent être prudentes, parce que dès qu'on voit qu'en fait ces valeurs ne sont que du marketing, ce qui est quand même pas toujours le cas, mais parfois le cas, et le retour de bâton est extrêmement violent. Merci Anne. Justement, Besma, comment une directrice juridique qui a ce rôle de législateur en quelque sorte en interne est amenée à conseiller de la meilleure façon sa direction générale sur des sujets qui sont à la limite de son pouvoir interne? Elle fait ce qu'elle peut déjà. Non, mais pour reprendre, en fait, c'est toute la limite entre la communication et les valeurs. En fait, c'est tout le sujet et le marketing. Et en réalité, déjà, le premier conseil, c'est de ne pas faire de marketing et de faire...
évidemment, ce qui est requis par la loi, deux, ce qu'on a envie de faire et de le faire sincèrement. Donc, évidemment, en fait, il y a tout un jeu où la question peut se poser. Nous, on a un comité éthique, et certains ici peuvent en témoigner, où il y a eu des débats sur justement ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Et il y a sans arrêt, en fait, une évaluation. C'est au cas par cas. Il n'y a pas de règle claire. Mais la réalité, c'est que si on fait les choses du mieux qu'on peut, et dans la limite qui est la nôtre, mais du mieux qu'on peut, sans en faire un argument commercial, on a moins de chances de se faire taper dessus. Et bien sûr, ça peut arriver. Mais donc, c'est sans cesse une évaluation du risque que l'on prend, qui est à la fois le risque juridique, évidemment, qui est le premier risque qu'on regarde, parce qu'il est plus concret, le risque réputationnel, qui est beaucoup moins facile à gérer, ne serait-ce que parce qu'on ne l'anticipe pas forcément bien. Et après, ce qu'on a, enfin, la ligne reste ce qu'on a envie de faire. Moi, de jouer un petit peu l'avocat du diable, mais pour reprendre l'exemple de Nike, hein, ce vendeur de chaussures qui, en utilisant comme égérie en quelque sorte commerciale cette icône de Black Lives Matter, a vendu ses dernières chaussures à plus de 30% par rapport à ses ententes. Donc le wokisme aide à vendre. Donc est-ce que vous, dans ce cas précis, vous auriez déconseillé un tel usage de la peur de ce fameux backlash, puisqu'on parle anglais cet après-midi, ou vous auriez simplement soulevé les risques potentiels? Mais peut-être que je ne les aurais pas vus, les risques. Il faut être honnête. Si on vient et qu'on dit, bah voilà, on a une nouvelle chaussure, on a une égérie, et on se dit, mais c'est super, parce que peut-être que l'intention était vraiment de porter un certain nombre de valeurs en associant une telle personne à une chaussure. Donc, c'est tout ce dont on parlait, c'est-à-dire le risque réputationnel, il est difficile à anticiper. Probablement, il y a une chance sur deux pour que je n'ai pas vu le risque personnellement et que je me dise, mais c'est super, on a une telle égérie et c'est génial parce que ça porte ce message. On sait que Nike, par ailleurs, porte un certain nombre de messages. Donc, il n'y a pas une rupture dans leur communication. Ils ont souvent porté des messages plutôt progressistes. Donc, est-ce qu'il y a backlash? Enfin, et nous, on en a connu chez Accor. Hein, donc, il peut y avoir des sujets qu'on ne voit pas venir. Je crois que Basile l'a dit. On est au-delà du droit, on est au-delà même de la gestion des risques. C'est-à-dire que une allumette peut partir et on le voit pas. Maître Adair, à votre avis, ce débat peut évoluer comment sur le wokisme? On a l'impression parfois que le wokisme, dans la bouche de certains, a remplacé l'islamo-gauchisme, mais est-ce que vous voyez, encore une fois, sous l'angle juridique, des façons de se raccrocher à des débats plus anciens? Je ne suis pas sûr de pouvoir bien répondre à votre question, mais je voudrais dire un mot, j'y réponds quand même, hein, sur ce qui me paraît le progrès qui doit être fait, c'est celle qui consiste à ce que les plateformes qui accueillent les réseaux sociaux prêtent la main à un peu plus de police. Je crois que le wokisme a fait beaucoup de dégâts parce que sur les réseaux sociaux, on peut s'exprimer quasiment toujours, quoi, avec la plus grande impunité dès lors qu'on ne se fait pas connaître et qu'on s'est arrangé pour ne pas pouvoir être reconnu. Donc nécessairement, ça provoque le déchaînement des passions. Ce sentiment d'impunité fait qu'on l'a vu dans l'affaire Mia, lorsque 12 personnes ont été identifiées et sont venues à la barre. On était d'ailleurs très étonnés de leur profil. On pensait voir des barbus et on s'est rendu compte que c'était souvent des bons Français moyens et qui ont été très étonnés de se dire, mais attendez, moi je suis sur mon ordinateur, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense, en oubliant presque qu'ils avaient participé à cette meute effroyable. Il a suffi d'ailleurs qu'ils soient condamnés pour que drastiquement ça baisse. C'est comme le radar qu'on met sur le bord de la route, tout d'un coup ça va provoquer un ralentissement général de la...
parce qu'on sait que tout d'un coup, on peut être contrôlé et puni. Et donc, je crois que les paradigmes changeront lorsque, et c'est la volonté européenne avec le Digital Service Act, on va amener ces grandes plateformes à collaborer et à accepter le droit et les prérogatives de puissance publique des États et non pas de faire elles-mêmes, avec des critères qui sont souvent arbitraires et méconnus, la police. Et donc à partir du moment où il y aura moins cette impunité, moins cette possibilité de meute, je pense que le wokisme, comme le MeToo, comme beaucoup de choses, rentreront dans l'ordre parce qu'ils seront nécessairement, et ils doivent l'être, comme toute activité humaine, encadrés par la règle de droit. Alors, permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord, parce que j'ai une autre casquette. Je suis le président de l'association qui défend les intérêts des GAFA en France, l'ASIC, l'Association des services Internet communautaires. On va avoir un débat alors. Et je pense que l'affaire Mia est tout à fait symptomatique du manque de connaissance du droit par l'usager. Donc c'est un défaut au niveau de l'éducation nationale. Les enfants ne connaissent pas le droit, mais en particulier de leurs droits et leurs obligations dans leurs usages des réseaux sociaux. Les officines des répressives n'ont pas les moyens pour identifier de manière industrielle les auteurs des fautes, et il ne s'agit pas, selon notre industrie, de laisser ces plateformes souvent américaines ou maintenant chinoises comme TikTok décider seules de ce qui, et là on se rejoint, de ce qui est juste ou pas, de ce qui est licite ou pas. C'est seul le juge doit être à même de dire ce qui est licite ou pas. Et donc ça passe par une meilleure éducation des masses et par une réaction plus rapide des tribunaux. Mais en fait, on est parfaitement d'accord. C'est précisément ce que, alors j'ai pas été clair, ce que je souhaite, c'est que le juge judiciaire en cette matière, c'est la liberté d'expression dont il s'agit, soit celui qui dit ce qui est permis et ce qui n'est pas. Et donc, il n'y ait pas de dépossession au profit d'organes internes dans certaines de ces grandes plateformes que certains essayent de mettre en place. Et surtout, moi, la nature humaine étant ce qu'elle est, et je suis sûr qu'à partir du moment où il y aura la crainte du policier, la crainte du gendarme et du tribunal, les gens ne se permettront pas ce qu'ils peuvent se permettre encore aujourd'hui parce qu'il y a ce sentiment d'impunité. Et donc le wokisme qui est, vous le rappeliez à juste titre, moi je trouve parfaitement légitime, ne doit pas emprunter la voie des trolls et de l'effet de meute contre des entreprises, contre des personnalités, dès lors que, selon des règles morales autoproclamées, celles-ci devraient être bannies ou pas, parce que c'est malheureusement un risque que les entreprises aujourd'hui sont obligées de prendre en considération. Ça peut avoir des conséquences commerciales importantes, et donc et seul le juge et la règle de droit, la même pour tous, régleront le problème. Ça, je suis bien d'accord avec vous. C'est formidable d'être d'accord. Anne, on n'a pas parlé assez de votre ouvrage. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi un beau jour vous êtes réveillé en disant je vais écrire sur le wokisme? Non, au départ, mon ouvrage, moi, c'est vraiment sur l'entreprise en politique. Et l'entreprise qui devient woke, c'est une façon d'être en politique. Mais de façon plus générale, moi, j'ai été frappée de voir d'une part l'État qui confie de plus en plus de ses attributions régaliennes aux entreprises, mais même le prélèvement à la source, on s'est tous dit c'est très pratique, mais en fait c'est juste l'entreprise qui prélève l'impôt, l'antiterrorisme, les banques, elles s'occupent absolument de tout maintenant par les comptes en banque, elles surveillent absolument tout, la fraude fiscale, donc les lois, devoirs de vigilance, les droits de l'homme, enfin, donc de plus en plus, il y a un mouvement de l'État qui se défausse de plus en plus vers les entreprises, tout en contrôlant, mais qui demande de plus en plus aux entreprises. Et en même temps, j'étais frappée de voir les entreprises qui prennent de plus en plus de positions politiques, notamment dans leur publicité. Je ne sais pas si vous voyez les campagnes de pub maintenant, c'est très rarement acheter tel café, il est bon, c'est toujours il est responsable, il est ceci, il est cela. Et moi, je trouvais ça un petit peu... oui, un petit peu cheap, si je peux me permettre. Et du coup, je trouvais qu'il y avait deux mouvements parallèles. Et en fait, moi, je ne crois pas du tout au grand complot de l'entreprise qui veut rentrer en politique, prendre le pouvoir. Moi, je crois que simplement que
les grandes structures qui organisaient le débat idéologique dans notre pays se sont gentiment, malheureusement, effondrées. On a bien vu le manque de qualité du débat lors de la campagne présidentielle. Là, c'était quand même incroyable. Le président le président qui a été élu n'a quasiment même pas fait campagne, tellement il avait le sentiment, pas à tort, d'être au-dessus des autres, et c'est passé comme ça. On a eu le débat d'entre deux tours. Enfin, de quoi a-t-on parlé? C'était un débat très technique. Est-ce que c'était un grand débat politique sur les valeurs qui nous font, voilà, les valeurs qui nous rassemblent, qui nous opposent? Donc, je pense que je pense que là, on a vraiment eu de façon très claire une vision très claire à quel point la politique est abîmée. Les syndicats qui organisaient le débat n'existent quasiment plus. Je parle même pas des religions qui représentent presque plus grand-chose dans la société. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours autant besoin de sens, d'institutions qui portent le débat, et on se tourne vers l'entreprise. Et et l'entreprise, du coup, se retrouve vraiment, et une fois plus, c'est pas du tout qu'elle veut prendre le pouvoir, c'est qu'elle n'a pas le choix. Les jeunes, aujourd'hui, on voit bien, dans tous les sondages, les jeunes, ils veulent pas aller en politique, ils veulent pas du tout être députés, mais ils veulent aller militer dans les entreprises. La transition écologique, ils se tournent directement vers l'entreprise pour toutes les causes qui leur sont chères. Et personnellement, moi, je pense pas que l'entreprise puisse assumer ce rôle. Donc, elle peut participer à l'intérêt général, mais je ne pense pas qu'elle puisse le définir. Et je ne pense pas que ça soit un bien pour la société de voir la politique s'effondrer comme ça et de voir l'entreprise puisse assumer l'intérêt général. Et donc, au départ, c'était ça ma réflexion. Je trouvais qu'il y avait vraiment un mouvement très fort comme ça. Et le wokisme, c'est, je dirais, peut-être la pointe affinée de cette entrée en politique. Mais les choses bougent très vite. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai terminé à la fin de l'été dernier, et à la fin, j'avais un chapitre pour dire, mais notre monde aujourd'hui qui est si polarisé, justement en politique, on voit bien qu'on est tous un peu dans des bulles, et les gens se parlent plus du tout. Et l'entreprise restait quand même un lieu, voilà, de mélange où on peut être assez différent, voilà, un vrai lieu, pour le coup, beaucoup moins polarisé. Et je me disais, mais est-ce que l'entreprise, justement, par cette entrée en politique, va pas à son tour être polarisée? Et ce qu'on voit aux États-Unis, mais on n'est que 6 mois plus tard, aujourd'hui c'est effrayant, hein. Vous avez donc ces entreprises très progressistes californiennes, mais arrivent en réaction maintenant dans la sphère Trump, des tas d'entreprises qui elles revendiquent d'être complètement anti-progrès. Vous avez Exxon qui a dit, moi je veux pas du drapeau LGBT chez moi, même pour le mois. Donc vous avez vraiment, et c'est incroyable, parce que moi, il y a 6 mois encore, je me disais, mais est-ce qu'on va pas aller vers ça? Et on y est aux États-Unis, mais attention, ça arrive. On y est déjà complètement. Vous avez des prises de position très fortes sur tous les sujets de société, très, très progressistes, très conservatrices. Et voilà, moi je trouve que c'est très dommage dans un monde qui est déjà si polarisé que le lieu qui rassemblait encore beaucoup, qui nous rassemblait encore tous, un vrai lieu de diversité, soit à son tour autant polarisé. J'étais un peu longue à chaque fois. Besma, est-ce qu'on souffre en quelque sorte au sein d'une entreprise de ce transfert de pouvoir, de ce transfert de capacité à juger des tendances? C'est une souffrance ou c'est le sens naturel de l'histoire? Alors, je ne sais pas si c'est le sens naturel de l'histoire. En tout cas, c'est en effet ce qui s'est passé ces dernières années, voire ces dernières décennies. Enfin, ce que je disais dans le rôle du juriste, avec devoir de vigilance sur la Sapin 2. Donc ça, nous, on l'a vu peut-être en avant-garde, puisqu'on nous a demandé de faire ça. C'est difficile de répondre à cette question parce que, à nouveau, je pense d'abord que le contexte français est très différent du contexte américain. Que les problématiques ne sont pas les mêmes, et quand bien même il peut y avoir des convergences sur certaines problématiques, je ne suis pas encore convaincue qu'on en arrive là en France, ne serait-ce que parce que le rôle de l'État n'est pas le même non plus. Hein. L'État est fort en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Enfin, il y a beaucoup d'explications historiques aussi qui expliquent la différence. Je ne suis pas sûre que les entreprises en souffrent parce que de toute façon, elles sont appelées à évoluer. Quand même, je vais prendre un secteur comme l'hôtellerie et une société comme Accor. On le sait, un des principaux sujets, c'est l'attraction et la rétention des talents. On a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. On n'est pas le seul secteur, mais on est un des secteurs qui est particulièrement touché. Il est bien évident qu'on ne peut pas rester sur d'anciennes positions
à tous égards en pensant que les gens vont venir naturellement à nous. On est obligé d'être dans la société, d'épouser un peu les évolutions de la société, les demandes des plus jeunes qui vont venir dans nos entreprises, qui ont des attentes, qui vont venir pour certaines raisons. Et donc, on est obligé de bouger avec la société et de bouger avec eux. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une souffrance. Au contraire, c'est aussi cette pression, quand elle n'est pas exagérée, quand elle n'est pas troll, du trollisme, elle nous oblige aussi, nous, à nous remettre en cause et à nous dire comment on est dans le monde. Donc, je ne suis pas sûre que quand il n'y a pas des excès, ce soit une souffrance, mais plutôt une opportunité. Et je crois qu'il faut aussi voir la partie opportunité de ce dont nous discutons, c'est d'être plus moderne, d'être plus à l'écoute, de s'adapter et de, du coup, réfléchir un peu nos savoir-être, notre façon de travailler, parce que de toute façon, le monde bouge. Maître Adair, le woke, washing en quelque sorte, qu'on voit apparaître à des fins commerciales, à des fins marketing, est-ce que vous, en tant que praticien, en tant qu'avocat, cela vous incite à faire appel à des notions plus larges pour le contrecarrer cette espèce de mouvement qui utilise, j'allais dire, des bons sentiments ou des sentiments juste en soi pour faire de l'argent? Moi, ce dont je peux vous parler, c'est quand ça devient excessif. Et souvent, l'excès d'un côté provoque l'excès en retour. Et il y a une espèce de surenchère. Et donc, je vous rejoins tout à fait. C'est quand même fondamentalement un progrès que de mettre les entreprises en face de leurs responsabilités, évidemment pas à la place du politique, mais pour que ces plafonds de verre cessent, que toute la diversité soit également représentée, même si c'est pas forcément la culture de l'entreprise, etc. Pour autant, c'est lorsque on vient stigmatiser publiquement, évidemment en les exagérant, quelquefois à partir de rien, le comportement d'une entreprise, que ça devient très problématique et que nous, avocats en cette matière, nous invitons dans le débat, si je puis dire. Hein. Moi, c'est ce dont je peux vous parler. Et donc là, c'est la gestion de crise. Est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond pas? Est-ce qu'on attend qu'on passe à autre chose? Et donc, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Mais c'est vrai que nous, les avocats, quoi, les juristes, nous n'aimons pas ce nouveau paradigme qui est la morale, le bien, le mal. Fondamentalement, un avocat, il peut défendre une cause ou l'autre sans que ça lui pose aucun problème de conscience. Et son seul axe de réflexion, c'est la règle de droit, ses interprétations, son évolution, etc., sa mise en perspective avec d'autres règles. Voilà, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Mais on se garde de dire, tiens, c'est bien, c'est pas bien, etc. On peut avoir des problèmes de conscience, on peut avoir des convictions personnelles. Pour autant, je suis de ceux qui pensent que la morale ne doit pas régler à elle toute seule le comportement des entreprises. Seule la règle de droit, ses obligations, qui sont nombreuses, hein, qui sont enrichies tous les jours par l'autorité réglementaire ou législative, ça fait déjà beaucoup. Donc n'ajoutons pas tant de problématiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je veux dire, Anne, toujours en préparant votre intervention, vous évoquez une directive qui tout à fait, je vous l'avoue, étrangère, la directive sur la comptabilité extra-financière qui se prépare et qui aurait des conséquences wokistes. Non, les compétences wokistes, non. Sur le reporting extra-financier. Et en fait, c'est une directive voilà, donc qui est en négociation en ce moment à Bruxelles. C'est un sujet très technique. Bah, vous devez tous, j'imagine, en tant que directeur juridique, suivre de près ou de loin. Mais c'est un sujet important parce qu'en fait, l'idée, c'est de voir
En Europe, on n'a absolument pas à rougir de notre histoire, de notre réflexion sur le capitalisme responsable. Il y a une tradition sociale dans les pays d'Europe du Nord. En Allemagne, il y a l'ordolibéralisme qu'on ne connaît pas assez bien en France, mais qui est avec des économistes passionnants, qui vont justement essayer de vraiment réfléchir comment le capitalisme, le lien entre capitalisme et politique, intérêt général. En France, on a tout un mouvement des mutuelles, il y a le mouvement au 19e, il y a un mouvement chrétien aussi, des entreprises paternalistes. Donc, dans tous les pays d'Europe, il y a une réflexion depuis plus de 2 siècles sur qu'est-ce que le capitalisme responsable. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus arriver et se dire le modèle les Américains ont inventé un capitalisme gentil, on va prendre leurs normes. Et en fait, non, parce que là je caricature un peu, mais le débat en ce moment, donc on est en train de normer tout justement ce qui est au-delà de le reporting extra-financier, donc toutes ces questions d'engagement sociaux, environnementaux, et avec un débat très fort, avec évidemment une volonté des Américains, comme ils l'ont fait pour la comptabilité financière, d'imposer leurs normes, avec pas mal d'États en Europe qui trouvent que c'est très pratique, c'est très simple, les normes américaines, c'est beaucoup plus simple, et la France notamment, qui a beaucoup poussé pour dire non, il faut défendre un modèle européen qui est beaucoup plus social. Et voilà, si je caricature à gros traits, mis un peu à côté le modèle américain, voilà, vous faites un peu de sociétal. Là, je fais la grosse caricature, mais c'est un peu ça. Faites, voilà, un peu de wokisme. Voilà, vous avez des bordes diverses selon la définition. Moi, je ne suis pas du tout contre la diversité, mais je pense que la diversité, elle est beaucoup plus large que simplement des questions de couleur de peau ou d'orientation sexuelle. La diversité, elle doit être sociale, culturelle, de parcours. Enfin, la diversité, elle est multiple. Et donc, la définition américaine, elle est vraiment quand même très restrictive. Donc, vous avez des boards divers selon cette définition. Donc, vous êtes une entreprise éthique et vote la galère. Et vous passez toute la culture sociale européenne. Du coup, je caricature à gros traits, mais c'est quand même un peu ça le débat. Et donc là, en ce moment, est discutée cette directive. Moi, j'espère vraiment que les Européens, mais ça demande beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut trouver des normes spécifiques qui vont être beaucoup plus compliquées que les normes américaines, mais vont réussir vont avoir le courage d'aller vers leurs propres normes et vont pas se contenter de dupliquer les normes américaines. Merci. On approche de la fin de cette conférence. Avant de poser des questions, vous laisser poser des questions. Besma, à vos consoeurs et confrères directrices et directeurs juridiques, vous auriez des conseils, vous qui vous êtes penchés sur cette question du wokisme aujourd'hui dans l'entreprise? Je m'y risquerai pas. Non, 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 mais peut-être simplement pour répondre, on a quand même une problématique. Enfin, ce que je ne voudrais pas, c'est que le terme woke ou cancel culture serve parce que c'est un repoussoir et on le sait maintenant, ce sont des termes qui sont complètement, on va dire, utilisés de façon Dévoyé, ouais. complètement, cache quand même une problématique qu'on a aujourd'hui, auquel les entreprises font face. Et effectivement, il y a la DPEF, il y a le devoir de vigilance, il y a un certain nombre de lois, mais il y a aussi une pression pour mieux prendre en compte la diversité de la société. On n'y est pas encore. Les entreprises ont un rôle à jouer, je le pense profondément, parce que c'est de toute façon, quand on parle d'ascenseur social, on revient au social, et peu importe le critère. On se focalise sur les critères américains parce que c'est leur problématique, mais on sait bien qu'en France, on a d'autres problématiques qui sont soit similaires, soit différentes, un peu des deux. Et donc, il faut quand même que les entreprises jouent leur rôle là-dedans, d'abord parce que ce sont des employeurs et qu'on sait que l'emploi est un facteur d'ascenseur social, qu'il faut donc éviter de cacher le problème derrière le wokisme en disant bon, bah, tout ça c'est du wokisme, c'est de la cancel culture, et puis on n'en parle plus parce qu'on a des problématiques. Il est plus facile de parler des femmes que d'autres sujets de diversité, mais on va certainement y arriver sans pouvoir remettre en cause l'universalisme français. Mais néanmoins, il y a un problème et il faut le régler. Donc je crois que, enfin le régler, en tout cas participer à l'affronter. Et je crois que nous, juristes, nous avons un rôle là-dedans, d'abord en tant que principaux conseillers des entreprises. Et certes, on ne fait pas de la morale, mais enfin peut-être la différence entre un juriste interne et un avocat, c'est quand même qu'on embrasse une destinée, la destinée de l'entreprise et de ses membres quand on est en interne. Et donc, on ne fait pas de morale, mais malgré tout, on participe à l'intégrité de l'entreprise. Et donc, voilà, le conseil, c'est peut-être de ne pas s'arrêter aux mots
et de regarder vraiment comment pouvoir améliorer les choses de l'intérieur. Merci, Besma. Maître Adair, le conseil de l'avocat aux entreprises maintenant. En vous écoutant, et ça rejoint un peu ce que vous disiez pour commencer, je me disais qu'en fait l'entreprise c'est le dernier endroit où il y a encore des règles. Si vous voulez, il y a un peu une démission. Je ne vais pas parler comme un vieux barbon, mais c'est vrai que l'école élémentaire française, comme on le concevait au début du XXe siècle, même à la fin du XIXe, qui était l'ascenseur social, qui était la règle qui prévalait sur l'égalité, hein, qui est dans le triptyque républicain. La disparition du service militaire fait que finalement, on voit que les citoyens retrouvent l'autorité, la règle dans l'entreprise. Et donc je me disais, mais c'est vraiment une réflexion tout à fait personnelle en vous écoutant, que c'est un peu normal qu'elle se soit invitée et qu'elle y soit poussée. C'est moins une démission des autres institutions traditionnelles que le fait qu'elle a un peu pris les espaces qui étaient devenus vides. Et donc c'est normal qu'elle s'impose des règles, alors peut-être pas de la morale, mais la RSE, bah on y a foncé, évidemment les entreprises qui ont les moyens de faire ça aussi, parce que c'est bien gentil de lui demander tout, mais il faut aussi qu'elle gagne de l'argent et qu'elle puisse payer ses salariés, donc ça suppose des entreprises très florissantes. Il en arrive qui, malheureusement, ne puissent pas continuer. Si on leur impose trop de choses, il y a un moment où la barque est trop pleine. C'est une réflexion, peut-être pas d'avocat, mais j'ai pu constater que tout n'avait pas forcément les moyens de mettre tous les beaux programmes en place. Anne, dans quelques années, vous pensez qu'un second tome, un troisième tome à votre ouvrage sera nécessaire? Comment vous voyez le wokisme évoluer? Le wokisme en entreprise, on va limiter la réponse. C'est très intéressant, ça se joue en France en ce moment. On voit et c'est sûr que le modèle universaliste n'est pas du tout soluble dans le wokisme. L'universalisme, évidemment, c'est une utopie, hein, donc je dis pas du tout. Et l'universalisme, il repose en fait sur une gestion de la diversité. C'est très simple, une gestion de la diversité qui passe par une scission très claire entre la vie privée et la vie publique. Le modèle universaliste, c'est l'idée que vous avez le droit à une diversité dans votre vie privée et dans la vie publique. Enfin, c'est de la théorie, mais c'est comme ça. Dans la vie publique, vous êtes un citoyen, une citoyenne. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange total. Ça n'existe plus, la distinction avec les réseaux sociaux, les portables. On a un mélange total vie privée, vie publique. Donc sans doute qu'évidemment qu'il faut amender le modèle universaliste, qu'il faut réfléchir comment l'améliorer. Mais moi j'espère vraiment que j'espère vraiment que la France ne va pas y renoncer, et je ne crois pas une seconde que la version communautariste puisse nous aider. Il y a beaucoup de défis en France. Je dis pas du tout qu'il n'y a pas de problème en France. Il y a des problèmes spécifiques, et je ne crois pas que les solutions américaines puissent en rien nous aider à relever ces défis, quoi. On va voir comment ça évolue. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment. Aujourd'hui, je pense que tout est assez possible. Tout est assez possible. Franchement, je pense que ça dépend un peu de vous tous, comment vous réagissez dans vos entreprises. Et du rôle des directeurs et des directrices juridiques. Peut-être des questions dans la salle, oui. Je ne sais pas comment ça se passe pour les micros, quand on parle fort. Oui. Merci. Jacques Huillier, je suis avocat. Je pense que la question qui nous réunit ce soir est très complexe. Parce que ce n'est pas politique, ce n'est pas juridique, c'est culturel. Ça concerne l'intime du rapport à l'autre. Et ça passe effectivement par l'éducation. Vous voulez 2 exemples? Les États-Unis ont élu 2 fois Barack Obama. Ça n'a pas empêché les émeutes, la mort de George Floyd. Ça n'a pas empêché de régler, enfin voir perdurer le problème avec les noirs américains. À ce propos, c'est la deuxième observation, vous avez utilisé un terme d'afro-américain. Quand on parle d'un Américain blanc, on dit un Américain. Et quand on parle d'un Américain noir, on dit un afro-américain. C'est donc bien qu'on a culturellement un problème. Et le problème, il n'est pas politique, il n'est pas juridique, il est culturel. Il commence à la petite école, il commence à la formation, à l'apprentissage.
Alors le wokisme, ça présente un danger, effectivement, comme tu l'as rappelé, Basile, c'est que le balancier part trop d'un côté. Et tout l'exercice d'une société cultivée, intelligente, c'est de ramener le balancier au point d'équilibre. En anglais, on dit balance. Et le point d'équilibre, le point fondamental, c'est ça, c'est toujours essayer, on n'y arrive jamais, mais toujours d'arriver au point d'équilibre, ou d'y tendre. Alors le droit, il est utile, bien sûr, puisqu'il fixe la norme, il fixe des sanctions. Le droit, c'est le bras armé de la conscience. Donc ce n'est pas la conscience, ce n'est pas la morale, c'est le bras armé de la conscience. C'est un instrument, c'est un moyen, et les avocats sont à leur service. Et les avocats donnent leur part. À l'école, vous avez une institution qui s'appelle Initia Droit, où les avocats de Paris notamment, mais maintenant ça s'est généralisé à tout le pays, donnent des cours, on va dire, d'éducation civique dans les lycées et dans les écoles. Et c'est une contribution dont on peut être fier, Basile en témoignera, de ce que nous apportons notre contribution à cette éducation civique qui porte effectivement, et qui porte également effectivement le vecteur de valeurs culturelles dont effectivement la non-discrimination et le respect de l'autre. Respect de l'autre, c'est simplement ça qui est important. Pardon, excusez-moi. Je suis d'accord, peut-être qu'il y a des excès, mais est-ce que cet excès n'est pas la réponse à un autre excès historique? Et donc, en fait, peut-être que c'est une phase de transition et peut-être que pour le coup, les avocats, les juristes et le droit ont un rôle à jouer pour remettre ce balancier au milieu. Mais on se plaint beaucoup des excès du wokisme et tout, mais il faut aussi l'envisager comme une mesure transitoire parce que il y a eu des excès avant. Et pour prendre un sujet moins polémique, on en revient à ça parce que je pense que c'est le même sujet sur les femmes, c'est-à-dire le plafond de verre, pas accès à des fonctions de direction pendant des années, enfin, et puis même avant à la maison et pas le droit de travailler. Et donc évidemment, il y a des excès, mais je crois qu'il faut aussi les accueillir, ces excès, parce que c'est aussi ça qui va nous faire avancer et le droit viendra probablement et les avocats jouent leur rôle avec les recours à CEDH et faire appel justement à ces principes supérieurs du droit. Donc on s'en plaint beaucoup, mais c'est peut-être aussi ça qui va nous faire avancer. Une autre question. Oui. Et madame, du coup, vous évoquiez donc les entreprises qui se politisent, certaines qui sont plus progressistes, d'autres plus conservateurs. Mais pardon, vous m'entendez? C'est bon? Mais en fait, j'ai le sentiment que notamment pour les progressistes, autant ils s'engagent à mettre en avant tout ce qui est diversité sexuelle, raciale, etc. Mais il y en a une qui est assez peu mise en avant, c'est la diversité d'opinion. Et au contraire, et j'ai l'impression que notamment dans cette voie progressiste, si on n'embrasse pas toute l'idéologie diversitaire de l'entreprise qui va avec, et qui s'élargit petit à petit par ses ramifications, on peut être mis au banc de l'entreprise, au stade du recrutement, ou même dans la direction RH avec différents séminaires, etc. Pour ton dossier, ça peut jouer éventuellement. Je pense là au cas à l'heure actuelle, la semaine dernière, où la fille s'est fait refouler de l'Opéra de Paris parce qu'elle était présumée d'avoir des opinions politiques différentes de la doxa de l'Opéra de Paris. Et donc du coup, voilà, je me dis, est-ce que derrière est-ce qu'une discrimination est-ce que la lutte contre une discrimination n'en amène pas d'autres? Et est-ce que les directions RH ne vont pas se tirer les cheveux par rapport au contentieux? Parce que derrière, voilà, enfin, on parle de ce sujet-là. Il y a la question des boîtes à mission aussi qui peuvent arriver derrière ça. Est-ce qu'on veut nous matrixer idéologiquement d'un côté, de l'autre? Non, mais c'est sûr ce que je disais, la vision des boîtes progressistes américaines de la diversité, moi, me semble incroyablement restrictive. La diversité d'une personne humaine, enfin, là, on a tous notre propre petit exemple modeste pour voir. Enfin, on voit bien, c'est extrêmement large, il y a beaucoup de critères. Et dans le droit américain, maintenant, au Nasdaq, c'est vraiment ça. La diversité, donc c'est le genre, l'orientation sexuelle, la couleur de peau. Oui, moi, ça me paraît très restrictif comme vision. Et évidemment, il y a les opinions, le milieu social, la culture. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres sujets qui rentrent en jeu, je pense aussi, dans la diversité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas pris en compte. Et après, pour cette question de diversité d'opinion, moi, j'ai quand même une petite anecdote. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui auront le courage ou l'intérêt de lire mon livre. Vous verrez, c'est pas du tout un brûlot. J'ai eu même mes confrères du Monde m'ont fait un super article dessus. Enfin bon, il faut dire que c'est pas que le Figaro qui m'a dit que c'était un bon. Mais moi, j'étais très étonnée
de voir. Et donc là, moi, toute contente de voir le journal Le Monde qui me fait un bel article sur mon livre, je me mets sur mon LinkedIn. Et je vois plein de copains qui me disent « Ah, génial, t'as eu une super critique dans Le Monde, dans Les Échos. Bon, t'imagines bien, j'ai pas pu liker. » Je dis bah non, pardon, j'imagine pas du tout. Et parce que évidemment le titre, le Capitalist Woke, on comprend que c'est un livre qui critique le wokisme. Attention, livre peut-être très à droite, raciste, homophobe. Et je dis mais attendez, on peut, et vraiment, j'ai énormément d'amis, moi, qui m'ont dit ah super, t'as plein d'articles partout, c'est super, je vois ça sur tes réseaux. T'imagines bien, ou qui m'envoient un texto, bravo, mais qui n'osent absolument pas publiquement me mettre. Et je dis attends, tu peux pas me mettre un commentaire sur un article des Échos, là, on est où? Et vraiment, ils me disent mais non, mais dans ma boîte, j'imagine. Et ça, en effet, c'est un peu terrorisant. Et moi, ce livre, très modestement, je veux dire, et franchement, une fois de plus, moi, j'ai vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un bon livre et qui sont pas du tout forcément de droite. Je pense que c'est important de dire on peut parler de ces sujets. Et en France, aujourd'hui, on est tétanisé aussi en partie parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu quelques tribuns qui sont engouffrés sur ces sujets, pas forcément, voilà, qui sont aussi très extrêmes. Et il faut avoir une parole équilibrée, nuancée. Là, on peut débattre tranquillement de ces sujets sans s'invectiver, sans tomber dans des extrêmes. Je pense que c'est très important. Mais c'est vrai que dans les boîtes, la parole n'est pas forcément très, très libre, j'ai pu remarquer. Et moi-même, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit « N'écris pas ce livre, tu vas te faire canceller. » Je dis « Comment ça ça va te poursuivre toute ta vie, tu vas être la fin de ta vie sociale. » Je dis « Non, mais attends, on peut quand même, voilà, on peut s'exprimer, c'est quand même incroyable. » Vraiment, ça a été peut-être ce qui m'a le plus frappé pendant ce livre. C'est le nombre de réactions de copains très proches qui, n'ont pas du tout voulu même m'aider, me filer des docs, même évidemment ils auraient été anonymes, et deux m'ont dit n'écris pas le livre, et maintenant n'osent absolument pas manifester le moindre intérêt sur les réseaux, de crainte de se faire rattraper par leur RH. Oui, je voudrais intervenir sur cette question du wokisme. Vous avez commencé à dire, au début c'était très bien, c'était une lutte contre les inégalités sociales et raciales. Mais c'est toujours ça. Moi, je suis vraiment interloqué. Pardon, excusez-moi. Je suis interloqué depuis le début de ce débat par cette espèce de haro sur le wokisme. Non, pas d'haro sur le wokisme. Vous avez très justement dit, madame, qu'il y avait en quelque sorte un retard à rattraper. Le mouvement MeToo, comment être contre? Que les femmes se révoltent parce qu'elles ont été maintenues dans un second rôle depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, et qu'elles veuillent aujourd'hui parvenir à une certaine inégalité, ça me paraît totalement juste et la moindre des choses. Quant à l'universalisme français dont on se gargarise, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est... il y a eu récemment une étude très sérieuse qui a été faite et qui montre que pour entrer dans une entreprise, si on s'appelle Mohamed et qu'on transmet un curriculum vitae extrêmement flatteur sur les études qu'on a faites, etc., mais qu'on a le malheur de s'appeler Mohamed, eh bien, on a à peu près 30 à 40 chances sur 100 d'être écarté, ou en tout cas de prendre son tour, comme on dit. Bon, voilà. Donc, arrêtons de parler de l'universalisme français. En France, il y a effectivement une inégalité sociale et raciale, qu'on le veuille ou non, et on le sait très bien. Voilà. Alors, Henri Chocroun, avocat au barreau de Paris, je ne cache pas mes opinions, je suis de gauche, et je trouve assez dérangeant qu'on essaie de jeter un voile pudique sur tout ça. Non, il n'y a pas de voile pudique, le droit n'a pas sa prise là-dedans. Comme l'a très justement dit le confrère tout à l'heure, le droit est un bras armé en quelque sorte. C'est un problème politique. C'est un problème politique, ce n'est pas un problème de droit. Et quand vous dites les entreprises n'ont pas à se substituer pour faire de la politique devant un pouvoir politique qui, lui, se cache, démissionne en quelque sorte, bah, écoutez, si on prend l'exemple de Total, et je terminerai par là, Total est une entreprise indépendante. Quand Total décide de continuer à investir, à exploiter un certain nombre d'entreprises en Ukraine, en Russie, eh bien, elle se soumet effectivement
au jugement public. Et je ne vois pas en quoi l'État pourrait venir lui donner des consignes. Qu'il y ait un petit coup de coude donné, parce qu'il y a quand même, il me semble, hein, encore des capitaux publics dans Total. Bah, c'est normal, mais c'est quand même une entreprise indépendante. Et si finalement elle recule ou si elle ne recule pas, eh ben, elle se soumet effectivement au jugement de la population avec un risque de boycott qui relève de la conscience des citoyens vis-à-vis de cette entreprise qui, voilà. Donc, merci maître. La diversité des opinions a toujours fait la richesse des débats du cercle. Donc, mais en aucun cas, hein, je parle aux différents intervenants, nous avons voulu faire preuve de positionnement politique sur cette question, mais simplement d'éclairage au sein de l'entreprise en tant qu'acteur du droit comme maître Adair ou comme journaliste experte de cette question des diverses positions. Pas de politique au sein du cercle, par pitié. Une autre question? Oui, Watson Boukrim, je suis directrice juridique du groupe CPM. Je ne sais pas si on m'entend. C'était simplement également une remarque pour recentrer un petit peu le débat. Effectivement, moi je mets juste une petite pièce, je prends les paris. Je pense que dans 10 ans, cette salle, si on ne se bouge pas, ressemblera à cette salle. Il y aura des petites exceptions, comme moi. Je suis d'origine marocaine, mon père était mineur de fond. Mais pour qu'il y ait une vraie politique et que ça bouge, il faut une politique globale. Il faut que les institutions se bougent et ça peut également passer par l'entreprise. Excusez-moi, je suis un petit peu émue quand je parle de ça, parce que ça me touche profondément. Et je pense que dans 10 ans, si il n'y a pas une véritable politique, on a beau excusez-moi, vilipender les Américains et dire ce qu'ils font, c'est exagéré, c'est pas bien. Au moins, ils se bougent, ils font quelque chose. En France, on fait rien. Voilà, désolée. Je pense que c'est un peu pour moi, là, toutes les remarques. Et alors, mais juste pour remettre un peu recadrer, enfin, je sais pas, recadrer, mais moi, évidemment qu'il faut de la diversité et qu'il faut faire. Mais moi, donc, en fait, je pense que là, nos incompréhensions, c'est peut-être sur la définition de wokisme. J'ai l'impression, vous voyez wokisme, personne gentille qui essaye de lutter contre les injustices. Je suis pas contre ça. Hein. Moi, ma définition du wokisme, elle est très restreinte. C'est de vouloir lutter contre les injustices par cette matrice communautariste et essentialiste. Je pense qu'il faut évidemment faire beaucoup de choses pour qu'il y ait des recrutements plus divers. Il y a évidemment beaucoup d'injustices en France. Enfin, on en parle quand même. Il y a beaucoup d'injustices dans les recrutements. Enfin, il y a énormément d'études qui prouvent qu'il y a une reproduction sociale très très forte partout. Enfin, c'est une évidence, et c'est une évidence qu'on peut pas s'en satisfaire. Et que mon bouquin est pas du tout là pour dire ne faites rien, c'est génial comme ça. Mais simplement, moi je ne crois pas une seconde que cette méthode communautariste est la solution. Et sincèrement, après une fois de plus, le débat est ouvert. Moi je ne nous souhaite pas du tout la société américaine. Je ne crois pas que c'est une société plus apaisée. On a plein de problèmes en France. Comme je disais, je ne dis pas du tout notre société est géniale, c'est très égalitaire, pas du tout. Mais je ne crois pas du tout que l'horizon doit être la société américaine.